La genèse de l'histoire, c'est que j'ai marché pendant 20 ans. J'ai marché autour du canal pendant 20 ans et toujours dans le même sens. Parce que je suis un homme ordonné, donc dans le sens des aiguilles d'une montre. Et j'ai marché. J'ai marché été, hiver, sous la pluie, dans la neige. Il y a une époque où on pouvait marcher dans la neige à Versailles. J'ai d'ailleurs écrit un poème sur ce sujet. Et au bout de 20 ans, je me suis dit, il n'y a pas, il faut que j'écrive. Alors j'ai eu une autre vie. Tout à l'heure, je vous disais que j'ai été cancre. J'étais un cancre assumé. Et ce petit spectacle qu'on va dédier à Mathilde de Nanteuil, notre grande amie. Pourquoi Mathilde? Parce que c'est Mathilde qui a cru en moi, qui m'a mis le pied à l'étrier et qui me disait « Régis, il faut que tu continues à écrire ». Et donc on dédie ce spectacle à Mathilde parce que quand même elle le méritait. Et puis ici, c'était son lieu. C'était l'hôtel de beauté, c'était l'endroit qu'elle préférait. Et c'est là d'ailleurs où nous l'avons quitté pour la dernière fois. Je vais vous lire un de mes poèmes provençaux. Alors pour ceux qui me connaissent ou ne me connaissent pas, j'ai été un gardien fidèle de la République, j'ai servi la République française. Je disais tout à l'heure, j'ai marié 200 personnes sous l'aile protectrice de la République française et des Mariannes. Et il me reste de cet épisode de ma vie le grand amour de Marianne et de sa beauté, Junon, Marianne, toutes ces femmes. Et donc il se trouve dans un tout petit village du sud de la France, je ne sais pas si vous connaissez Saint-Cyr-sur-Mer, la Cadière d'Azur et un joli village dont je ne me souviens plus le nom, le Castelet, juste à côté. Donc c'est la Provence pure, dans les vertes vallées et vignes de Bandol, en fait. C'est vraiment l'endroit du Bandol. Il existe donc ce petit village qui s'appelle le Cadière d'Azur, que je vous invite à visiter. Des très très vieilles pierres. Et alors il y a une cérémonie extraordinaire tous les ans. Il y a deux Mariannes qui sont sorties au moment du 14 juillet. Alors il y a la Marianne municipale qui est mise sur le balcon de la mairie, un joli balcon fer forgé en plâtre. Elle ne me fait pas tellement rêver, la Marianne municipale, mais elle est là. Et puis il y a la Marianne du cercle des travailleurs. Alors ça c'est autre chose. C'est une Marianne insolente, d'une beauté. Et je suis tombé amoureux d'elle. Elle est polychrome en bois. Et elle est posée, c'est pour ça que j'ai appelé ce poème l'embrasure, elle est posée dans l'embrasure d'une fenêtre très haute de plafond. Et elle est absolument merveilleuse. Et donc j'allais faire un pèlerinage tous les ans devant cette Marianne. Si un jour, au 14 juillet, vous êtes dans le coin, allez la voir, elle est absolument splendide. Et donc j'ai appelé ce poème l'embrasure. Alors je ne sais pas si je vous le lis avec l'accent du Midi. On va essayer. On essaye. Il fait très chaud en Provence ce 13 juillet. Chaud et lumineux, hier le Mistral a expiré et la clarté s'est installée de nouveau. La Cadière, sur son escarpement, consomme les rayons solaires et ses pierres d'un autre temps piègent un peu de fraîcheur. La Cadière d'Azur, comme il est dit dans ce pays, dominant la plaine de Bandol, ce village est un bijou. L'après-midi entame son déclin et les ruelles bruissent à nouveau sur les pas des estivants. Quelques apostrophes fusent. Ici on s'apostrophe, mais dans cette langue si optimiste. C'est l'heure du houblon. Mais peut-être me laissais-je tenter par quelques bandoles bien frappées. Rouge, blanc, rosé, va pour le rosé, dis-je au garçon affable. Trop tôt pour les odeurs d'anis, ou d'autres boissons accompagnées d'olives cassées. Sous les platanes, l'ombre est prospère, et les chaises un peu dures, les coussins affaissés, mais c'est l'heure du houblon. Les ramiers claquent leurs ailes dans les ramures. Ils s'égayent, se chamaillent, se ventilent avant de déflorer discrètement l'eau de la fontaine moussue. La placette des bistrots est en surplomb, élargissant l'air de la ruelle. Les fanions, les lampions rappellent que ce soir la République se fête. Les ramiers sont cachés, les cigales sont coites et les couples s'enlaceront. Sous les airs du piano à bretelles, ou de quelques orchestres bons enfants. Un petit souffle d'air me fait lever le nez. Un peu plus haut, dans la rue, la petite mairie qui, chose étrange, expose sur son balcon ouvragé une maria de plâtre aux teintes fanées. Bien, me dis-je, ces gens-là ont le culte du symbole historique. Un petit souffle continue de guider mon regard, cette fois en contrebas de la placette qui m'accueille. Quelques échoppes de mangeaille, un curieux établissement sur le fronton duquel est peint comme un avertissement, cercle des travailleurs Jean Jaurès. Subitement, je me sens en famille,
Qu'ont pu faire ces travailleurs-là? Quelle est leur histoire de dur labeur pour qu'ils posent ainsi pignon sur rue? Ici, c'est la terre qui domine, les oliviers, la vigne, les fruits et les jardins. Ces travailleurs-là doivent être de rudes gaillards qui n'ont pas craint les vents de l'histoire à n'en pas douter. Carmaux n'est pas si loin. Et puis, relevant les yeux sur la haute façade abritée de ces longues persiennes engourdies, je l'ai vue. Insolente, magnifique, un peu figée, légèrement en retrait du volet ouvert, sur cette tablette aux pieds graciles dans le clair-obscur d'une pièce sombre, haute de plafond. Merveilleux, lumineux, visage peint, le bonnet assurément posé, le sein généreux sous l'étoffe cramoisie. Un sein qui pointe la passion et la rage des hommes. Un sein qui parle de la terre et du pain durement gagné. Du refus symbolique des autorités. Marianne, polychrome à la fenêtre, sur son piédestal, splendide et féminine, presque sauvage. Posée là, insolemment par quelques militantes dévots à la patrie. Je me laisse pas de la regarder, elle est vivante, insolente dans cet après-midi provençal, face à l'officiel sans âme de la petite mairie. J'ai envie de me demander, de me lever et de demander, qui est son créateur, qui l'a posé là? Mais non, je me retiens, c'est l'histoire après tout. Le mystère n'en est encore que plus doux. Je reviendrai la voir année après année, cette Marianne de l'embrasure. Ma fille m'a dit un jour, cette Marianne, c'est la première femme de papa. Jamais plus bel hommage ne lui fut rendu. C'était bon l'accent? Je vous ai emporté? Alors, est-ce que vous connaissez la momie? Vous ne connaissez pas la momie? Avenue de Paris, il y a la momie. Et donc moi, elle m'interpelle cette momie, parce que c'est mon côté humain. J'aime bien prendre les flashs des personnes. J'écris beaucoup sur les gens. Et cette momie, je suis allé la voir. Et donc, elle s'est inclinée devant moi pour que je fasse une photo. Je lui ai donné un billet, parce qu'il n'y a pas de raison, je l'ai pris en photo. Et moi, je suis comme ça, je lui ai donné un billet. Et je ne sais pas qui y a en dessous, paraît-il qu'il y a 2 personnes. Parce que c'est pas possible de rester en plein soleil toute la journée. Assez de petite taille quand même. Et donc en plein soleil, je lui dis, je prends une photo de vous et je vous promets que je vous écrirai un poème. Malheureusement, je n'ai pas été lu lire, mais je vais aller les lire avec mon tricorne. Alors j'ai écrit un poème sur la momie, je l'avais posté sur le réseau, ex-réseau de Mathilde. Tu sais que tu viens de Versailles quand il y en a qui sont dit, il est fou ce type, mais je m'en fous, pas grave. Que fait là la momie venue de Paris? Oh, je te tourne autour depuis des décennies, momie. Et puis aujourd'hui, heureux de mes écrits, je me suis enhardi. Ton théâtre, sans parole, sans histoire ni comptine, n'a qu'un geste, un silence, t'inclinait qu'en teinte dans ton écuelle les écus. Alors j'ai souscrit Avenue de Paris, momie, mais pas pour t'obliger à me faire allégeance, mais pour te dire que bientôt à tes pieds, mon poème sera déposé. Allons, mon Toutankhamon, au masque de carton, en cet instant je cherche tes yeux brûlants, cachés par ta raison d'être. Es-tu l'âme grimée du jeune prince dont le tombeau fut violé? Cherches-tu auprès de la présence d'un autre roi soleil l'immortalité? Des heures durant, immobile dans tes heures, dors-tu, sans soif, sans pisser, ris-tu? Où ton regard masqué contemple-t-il, passant à tes pieds, ce monde fou et moderne qui vient de rêver dans les folies de lui? J'ai des relations, à force de traîner mes folies au pied des grilles du palais. Alors pour te distraire et te détendre un peu de cette immobilité, que dirais-tu si je t'offrais de monter en croupe sur le destrier fièrement tenu par son monarque de bronze? Allons, momie, nous voici amis. Je sors, je te promets, excusez-moi, je reprends. Allons, momie, voilà, nous sommes amis. Ce soir, je te promets, je nous ferai servir un repas de prince venu de Paris. Pour te plaire de grands communs, je nous ferai parer la nappe dorée, des fleurs de lotus, des papyrus et de mes roses volées dans les jardins des hôtels particuliers. Alors, ignorant les rieurs, nos verres teinteront lumineux dans les soirs de Versailles, éclairés d'éclairs de rubis, de vin, du Nil et d'Anjou. Tu verras, momie, qui dort je ne sais où, nous finirons ivres sous mon banc de l'avenue de Paris, les pieds des passants et hurler de rire et faire chuter à croche-pied le monde entier qui passe là. Allez, je te laisse, qui es-tu, peu importe, tu m'as fait rêver, que ta journée soit bonne, et peut-être te souviendras-tu de ce fou en tricorne qui te glissa un billet pour t'en écrire un autre. Donc ça, c'est ma passion, les hommes, l'histoire des hommes. Donc je vous lirai un poème tout à l'heure qui est assez poignant, qui parle de ces hommes de Lampedusa, de ces hommes et ces femmes, ces drames de la Méditerranée.
Mais j'en ai écrit d'autres aussi sur la Provence, je ne vais pas tous vous les lire, hein. J'en ai écrit un qui s'appelle Le Ravi. C'était l'idiot du village, d'un très très joli village qui s'appelle Vinon-sur-Verdon. Un très très beau village provençal. Et cet homme courait toute la journée. Macler, elle s'est cachée. Et cet homme courait toute la journée à rendre des tas de services. Il allait porter du pain, il allait acheter du tabac, personne ne lui parlait, ça, il m'a interpellé, quoi. Je lui ai écrit un poème, je ne vous le lirai pas là parce qu'il est très long, qui s'appelle Le Ravi. Alors, toujours dans mon histoire versaillaise, je vais vous emmener dans l'Orénoque. Savez-vous que à Versailles, il y a l'Orénoque qui passe? Si, j'avais 8 ans, la rue de l'Orénoque. Mais si... Excusez-moi, je bois un coup d'eau. Mes souliers toujours trop cirés de fils de cordonnier, ouais, on se refait pas, hein, sautillent d'un pas léger le long du caniveau et remontant la rue d'Anjou vers mon port d'attache, objet de ma fascination, le square des Francines et de son bassin magique. Il a plu, les giboulées de Mars ont trempé mon infecte pèlerine sans manches, à l'odeur de caoutchouc entêtante qui les laisse ce vêtement comme sont trop cirés mes souliers. Il a plu et la légère déclivité de la rue d'Anjou offre à mon imagination de jeune lecteur, en bordure du trottoir, un joli ruisseau d'eau pluviale qui de filet dans mon esprit devient fleuve. Voilà, je rêve mon désir de l'Orénoque. Ordinairement, mes yeux ne quittent pas les façades cossues et les portes cochères. Dans cette rue toujours calme, comme si derrière les hautes croisées, les dentures et les volets intérieurs, le monde s'arrêtait aux portes de la ville. Comment ne pas rêver devant les eaux furieuses qui, du bois Saint-Martin, charrient les sablons, comme autant d'îles habitées et de bancs de sable, et chaque brindille flottante est pirogue d'orpailleurs. Naviguant dans les remous de ce monde mouvant, je suis le roi des fleuves, j'y construis la vie. Ainsi, captivé par mon domaine, je remonte la rue absorbée par mes visions. Je voudrais être Lilliputien, soudain rapetissé pour vaincre les rapides, ah que j'ai aimé ce caniveau. Aucun d'ailleurs ne me résistait. Et ce délice absolu d'un garçon buissonnier, quand devenu architecte pour maîtriser les eaux, je posais mon pied en travers du froid liquide, quel joli barrage dont la fureur dépassait le haut de mon soulier et en salissait la cire. Les explications étaient toujours bien compliquées devant la fureur de mon père de cordonnier, mais avant de me punir, le brave homme ne savait pas que j'étais pas capable de voyager dans l'infiniment petit, ce qui, comme chacun sait, permet d'échapper au martinet. Donc ce bassin des Francines, pour tous les enfants du quartier Saint-Louis, dont notre amie Mathilde, c'était notre quartier général. Et c'est à travers ce bassin des Francines que je suis devenu fou amoureux des bateaux. Je passais des heures dans ce bassin avec mes petits voiliers, j'en ai de toute taille. Et ce bassin, il y avait un gardien. Hein. Aujourd'hui, il existe toujours ce bassin, mais il y a plus, il y a un joli jet d'eau. Maintenant, je crois qu'il y a un brumisateur. Et donc, on y passait des heures. Et moi, j'y ai passé des heures, quoi, hein. J'en ai coulé des bateaux, j'en ai construit. J'étais un capitaine. J'ai voyagé dans le monde entier. Et pour moi, c'était une véritable passion. Et c'est vrai que je ne pouvais pas faire autrement que de rendre honneur au bassin des Francines. Alors, on dit Francine avec sans S, des Francines, de la famille Francine, hein, des Fontainiers. On retourne dans le parc. Si vous êtes lassé, vous me dites. Hein. Alors, bonne fin d'après-midi. Merci de votre venue. Alors maintenant, je vais vous parler du jardin du roi. Le jardin du roi qu'il ne connut pas. Vous savez que ce jardin est venu bien plus tard, en fait. Mais c'est vrai qu'il a un charme extraordinaire, ce jardin, en toute saison. Et j'aime beaucoup m'y promener, et forcément, il a fallu que j'écrive un poème sur ce jardin du roi. Un poème un peu folâtre, on va dire. J'ai folâtré. Alors, ce sont les vents d'ouest. On est toujours sur les vents portant d'ouest. Je ne sais pas si vous avez remarqué. C'est Versailles. Hein. Te souviens-tu, mamie, du jardin du roi, de cette merveilleuse composition de cette œuvre de nature qu'il ne connut pas? Matin, je t'y conduisis, amusé de tes yeux obscurcis par mon tricorne, trop grand pour ton visage si fin. Amusé que je te distrais de ta cour journalière, infatigable gazelle, autour du grand canal et sa géométrique margelle, riant de notre jeu, bras en avant, somnambule consentante, à son fou devenu servile et servant.
Tu ne vis pas, tu n'entendis la bacchanale des perruches dans les grands platanes, sous le ciel cristallin de l'allée d'Apollon. À tes questions amusées, je répondis qu'elles faisaient chorus pour saluer ta beauté, ou qu'elles fussent jalouses de ta bouche enjouée, cerise croquante et croquée de ma gourmande volonté. Nous y arrivâmes silencieux, à pas compter, toujours dans le jeu, et délicatement je libérais ta vue, en ôtant mon critorne de tes chevaux d'automne et d'orphin. Te souviens-tu, mamie, de ton souffle surpris par le ravissement de cette vue, de ce calme jardin, mais que le roi ne connut pas, mais qui gonfla ton sein l'espace d'un instant. Je ne pus te retenir, la gazelle libérée se mit à courir dans la rosée sur la grande et belle pelouse interdite. Flairant les roses et les coussins savants, des fleurs composées, dansant en farfadet autour des arbres, aux troncs imposants, fiers de sève et d'histoire, ta beauté devint ouvre mouvante dans cette nature domptée. Tu fus soudain silencieux, cherchant ma main, pour regarder ce ciel de lumière si particulier à cette heure. À le temps de ta folle course, tu me dis joliment que cet obélisque était l'aiguille unique de l'horloge du temps. Alors par jeu, moi le vieux barbon et toi ma muse, fanchons au soleil, nous essayâmes sous les bancs des salons de verdure. Nous nous asseyâmes sous les bancs des salons de verdure, saignant le grand jardin afin d'y installer notre équipage pour la vie. Autant oublier cette vie, ensemble justement. À l'est, nous vîmes Hercule, pensif ou repentant, en levant une vase que tu rêvais farfeuse, en fontaine de vin, de champagne. Au sud, explosant de lumière, des fleurs domptées si blanches comme ta main, serrant mon bras soudain sérieuse devant le miroir d'eau. Puis nous nous égarâmes, cherchant l'endroit secret, le bosquet, où nos errements deviendront caresses. Je le confesse sans honte et bravement, la salle des marronniers fut ainsi quelque peu dérangée. Te souviens-tu, Marmie, du jardin du roi, de cette merveilleuse composition, de cette œuvre de nature qu'il ne connut pas, et de notre passage tapageur, laissant les jardiniers perplexes à voir ainsi leur pelouse chiffonnée. Allez voir le jardin du roi. Allez, on repart. Alors comme je vous dis, je fais œuvre d'humanité. J'écris pas que pour moi. D'abord, j'offre mes poèmes, la plupart du temps, sur les réseaux sociaux. Et j'ai eu le plaisir d'aider des gens moralement. J'ai un fan club. Et Emma me dit souvent, t'as tes marquises qui te like. Et il y a des très vieilles personnes, très très heureuses de me lire, dont une personne gravement malade, probablement hospitalisée, des gens de je ne sais pas où ils habitent, et qui sont heureuses de me lire, et elles me le disent. Et donc je les aime. Je les chéris, je leur mets des cœurs, parce que ce sont mes marquises. Et donc, comme j'aime l'humanité, j'ai été aussi, forcément, je suis touché par les histoires de ce monde. Et donc, j'ai écrit un jour ce poème, qui est un poème poignant, un poème que j'ai voulu d'une histoire vraie. On parle trop de Lampedusa. On parle trop de cette migration effrayante, de tout ce qui se passe dans cette Méditerranée, dans ces millions de morts dans l'eau. Et donc, j'ai voulu écrire l'histoire d'Issa. Alors je l'ai écrit un peu comme... Enfin, c'est son histoire. Issa avait de la chance, il était assis, genoux repliés, dans la cale grouillante de frères et sœurs, le dos contre la coque en bois du raffio, ses côtes gauches appuyées à une membrure lui faisaient mal. Mais il valait mieux souffrir le dos calé que n'importe où dans cet amas, la tête dodelinant, suivant les mouvements de la houle, combien était-il trop ? La soif et la faim étaient là, depuis 5 jours qu'ils étaient partis, des côtes d'un pays inconnu à la plupart, d'un pays hostile aux hommes armés, d'un pays bruissant, poussiéreux et sale, d'un pays où ces hommes maudits mangeaient les troupeaux des hommes. Un reste de boulettes de catte dans la joue, Issa trompe sa fièvre et rêve de fatigue au loin là-bas. Contre ses joues repliées, une fillette dort. Il n'ose pas bouger de peur de la réveiller. Elle a tant pleuré avant de se blottir comme ça. Sur le pont, là-haut, des bruits, des pas. Les plus riches sont à l'air, ils respirent la mer, étrange et effrayante. Cette mer qu'on ne peut pas boire, étrange pour Issa d'un pays assoiffé. Cette nuit, la vieille qui s'occupait de la fillette dort. S'est mis à hurler de peur et de douleur. Hurlement parmi d'autres pleurs. Le bateau roulait d'un bord à l'autre, le moteur puant s'est arrêté. Le panneau de cale s'est ouvert, laissant entrer dans le bouge infect un peu d'air frais. Les déjections humaines délayées dans la pureté d'un courant d'air salubre. Un peu d'étoiles dans le ciel et ces brutes qui attrapent la vieille, pour la soigner peut-être, mais où est l'œil de Dieu ? Issa ne le voit pas. Les hurlements s'arrêtent, puis les rires. Un choc dans l'eau, et quelque chose frôle la coque près d'Issa. Elle doit être bien, la vieille là-haut, soignée par les riches. Issa rêve, se rappelle
Poussant avec sa langue la boulette de Kat, d'une joue à l'autre, il se revoit attentif, parlant peu, accroupi dans la poussière sous le vénérable acacia, dans l'air brûlant d'un haut plateau, écoutant Brahim et les anciens. L'étang était à la soif, le bétail avait faim, les chèvres efflanquées bêlaient d'angoisse. Brahim parlait aux vieux d'un pays là-bas, où le troupeau que Dieu offrit aux hommes prospérait, s'engraissait près des cascades d'eau pure. Une eau que tu peux boire sans te battre, avec des bergers des autres tribus, le paradis des troupeaux du peuple d'Issa. Et là-bas, Brahim l'a dit, et les anciens ont approuvé. Brahim, celui qui était revenu, son téléphone toujours silencieux, trésor des Blancs dans la main, il parlait de sa vie là-bas. Tu te nourris dans des sacs noirs jetés la nuit devant leur palais. Tu bois dans leurs fleuves et leurs fontaines, sans ton fusil à la main, et dans leurs champs tu têtes leurs vaches à même le pis. Le soir, comme souvent, Issa s'était assis sur ce rocher plat, face à la plaine descendante, à la végétation pelée aux acacias épars. Il regardait les bleus manger doucement les ocres qui noyaient l'ombre des petits lacs, source de conflit du peuple du troupeau des hommes. La fraîcheur des nuits, il s'en moquait, son siège chauffé à blanc le jour lui rendait la satiédeur chaque soir. L'œil de Dieu s'était levé, il regardait si les hommes avaient des songes heureux dans leur sommeil. Le troupeau des hommes était ici, était là-bas. Il irait le chercher, les vieux avaient dit oui, Brahim le financerait. Issa avait de la chance. Fatih, sa Fatih aux yeux d'amande et d'ivoire, n'avait rien dit. Juste un peu de rosée dans le regard de cette femme de guerrier. L'enfant allait venir, il faudrait bien manger le sang des bœufs, le lait des chèvres, le sorgho, ne suffisait plus pour eux et leurs parents. Issa avait regardé son ventre luisant de beauté tendue par les vies qui poussaient. Il partirait. Il s'enfuit la nuit, avant l'embrassement du jour, ses billets de berger surveillant la poussière des pistes, ses chaussures troquées au marché autour du cou. Il les aimait bien avec leurs drôles de lionnes noires peintes dessus. Il avança ainsi, mangeait le sorgho grillé, buvant le lait caillé que sa mère avait donné, serrant sur son sein la bourse en peau de cabri que Fatih avait cousue. Et quand au hasard des chemins vers le nord il trouva de la compagnie, il partageait sa cueillette du jour. Il marcha longtemps, des jours, un temps infini, dans cette Afrique immobile, se repérant la nuit en suivant dans le ciel sa petite sœur du nord, et implorant l'œil de Dieu de lui donner courage. Puis il s'approchait, plus il s'inquiétait. De son monde et cette multitude de marcheurs, de ces hommes ironiques et armés, il s'accrochait parfois aux ridelles des camions bondés de vie et de ballots, jusqu'à ce grand port au bord de la mer des Blancs. Le bateau gîtait de plus en plus, décrit comme une grande lumière qui filtra au travers du panneau de cale. Réveillé brutalement de son réveil éveillé, il vit la trappe s'ouvrir. D'autres hommes lui paraient et descendent dans leur cloaque, braquant des torches dans les yeux des survivants hébétés. Et enfin l'œil de Dieu le regardait. Il bougea. La petite fille se coucha sur le côté, morte dans son sommeil. Issa avait de la chance. Le troupeau de son peuple là-bas, Issa avait de la chance. Je ne suis jamais allé en Afrique. Alors dans mes voyages imaginaires, j'en ai écrit, je ne vous lis pas tous parce qu'on y passerait la soirée. J'ai écrit récemment l'histoire des pêcheurs de moules. Ça va vous surprendre. J'ai vu ça à Thalassa, je suis un passionné de Thalassa. Ces forçats de la mer qui vont pêcher des moules dans le détroit de Magellan. Imaginez une eau à 4-5 degrés, des types qui descendent en combinaison rapiécée avec un narguilé dans la bouche et qui vont mourir comme ça. Et donc j'ai écrit cette histoire, parce que j'ai un voyageur, j'ai un livre à étapes qui s'écrit d'un voyageur qui est parti de Hambourg sur un cargo mixte. C'était mon grand rêve, le cargo mixte. Traverser l'Atlantique, le canal de Panama, Miraflores, arriver jusqu'à le Valparaiso, et donc mon voyageur continue son chemin jusqu'à la Terre de Feu et le Cap Horn. Et donc je m'étais arrêté dans le détroit de Magellan pour écrire ce poème qui s'appelait La Lancha. C'est le bateau de ces forçats de la moule, parce que je voulais écrire pour eux, quoi. Trop long à lire. Alors, Versailles. On en fait 2, puis on arrête. Enfin, si vous voulez. Un très court. Vous connaissez le jardin de la Reine? Il y a un buste magnifique. Toujours un buste de femme. Marquise. Donc je l'ai appelé l'éternel visage. Du jardin de la Reine, sur un matin d'avril, sur un piédestal, se détache un visage pur et serein. Alors, sous le réveil des trilles des oiseaux du printemps, je me pose sur un banc, n'importe lequel, je les ai déjà tous pris.
et sous mes doigts reposés serrant mon tricorne posé, je pense et je contemple cette divine. La solitude de cette féminité soulève en moi l'émotion, de me dire qu'ici, dans cet endroit retiré, loin des allées courues, les femmes et leur beauté imprègnent de leur grâce en tant d'endroits l'éternelle merveille dédiée au roi. Je l'ai écrit suite à une visite avec toi, ma Claire. Tu te souviens pas du jardin du roi? Voilà. Alors je ne sais pas si Emma veut que je lise Arpège en tricorne. Peut-être un peu long, hein. Bon. Vous n'êtes pas fatigué? Habituellement, je me lève. J'aime bien parler en me levant. Donc ça, c'est plus difficile avec ma canne et tout ça, mais je vais quand même me lever parce que j'en ai marre d'être assis. N'oublie pas que j'ai été homme politique, hein. J'avais un pupitre, j'avais tout. J'adorais faire des discours. Alors, ça s'appelle Arpège en tricorne. Alors, pourquoi j'ai écrit ce poème? Toujours le tricorne, hein, forcément. C'est qu'un matin de grâce, devant le canal, un jour de brume, il se passait quelque chose d'extraordinaire. Et comme j'étais seul devant le grand canal, alors pour vous le dire, hein, si vous voulez me voir, il faut être à 8h. Le dimanche, parce qu'à 11h, c'est pas une heure raisonnable. C'est une heure de Versailles, 11h. J'ai des amis qui me disent « Ah ouais, mais tu nous dis, n'est-ce pas Christophe, hein, tu nous dis des heures. Tu nous dis des heures pas possibles. » Je dis « Mais sortez de vos alcôves, les Versaillais, venez dans le parc. » Et donc à cette heure-là, il se passe des choses magiques, même s'il n'y a personne. Et donc j'ai imaginé, j'ai eu une vision de cet homme en tricorne jouant sur la brume, dans la brume devant le grand canal. Alors ça s'appelle Arpège en tricorne. Je me rassieds. Excuse-moi. La terre brûlante du jour et les orages de la nuit firent que ce matin du grand canal, des écharpes de vapeur enveloppaient jusqu'à mi-genou les bottes éculées d'un musicien solitaire perché sur une margelle. La haute stature, tout de même un peu voûtée par des souvenirs cuisants, d'esquives, de duels et de balles de mousquet, se dégageait de cette brume d'oubli par les bras hauts tendus pour tenir son flutio. Le soleil montant dans le ciel qui promettait l'indigo n'avait pas encore la force de régner sur le grand domaine. Point de partition pour ce musicien matinal. Ses notes étaient inscrites dans les pages changeantes d'un livret que faisaient les vaguelettes poussées par les sempiternels vents d'ouest. Cela portait des odeurs de blé de la plaine de Versailles, des cultures vivrières et des floraisons des vergers de la ferme de Galie. Au rythme de ces arpèges, le flûtiste, suivant ses envolées, dodelinait de la tête aux cheveux d'argent tombant sans attache à l'épaule et coiffé d'un tricorne qui vit 1000 usages et 1000 lieux. À cette heure du jour, le vent, personne ne disputait la place au vieux soudard solitaire. Il était connu des gens de peine qui, jardiniers, terrassiers, fontainiers ou faucheurs, le regardaient parfois, bras croisés, et soufflant sur l'ouvrage pour profiter de la douceur des forlanes, bourrées et autres passe-pieds que jouait de son bec cet original. Il vivait dans l'immense domaine, volé au marais par des visionnaires, dormant sous les étoiles et quand il le pouvait, par discrétion sous les bancs, qui portaient le jour tant de croupes gracieuses et autres croupes gracieuses et supportaient les confidences des oisifs et des comploteurs. Son instrument aux lèvres, il capturait de son souffle les trilles des merles et calmait les pies interloqués d'un tel patage, combattant les corbeaux pilleurs de nids dans les frondaisons. Un couple de cygnes et sa marmaille en duvet, hésitante et glissante dans l'oise du canal, s'approchaient intéressés. Au pas pour se nourrir, les herbes aquatiques étaient encore assez grasses en cette saison, mais peut-être pour constater que la gente humaine ne rêvait pas que de les embrocher. Le charme était là et le musicien semblait comme emporté par ses notes si gaies vers les contrées qui, dans ses souvenirs, lui fit tant de cicatrices au corps et à l'âme. Le vent tomba un peu et les tilleuls peignaient de leurs reflets les vers d'été et les ombres propices au repos. Ce spectacle aquatique qui changeait en couleur au fil des saisons lui rappelait les grands lacs de la Nouvelle-France. Il venait ainsi souvent, charmer le temps, faire danser les jours, jouant pour lui, sans chercher spectacle, pour se rappeler tant d'avénis et de douceur de sa longue vie. Se souvenir, point d'un amour, mais de tous, dans les villages conquis, les auberges et ses espérances d'une marquise en ruban et petit chausson qui un jour le vit et effronté ne détacha de lui son regard. Au soir peut-être de sa longue vie, il transformait ses regrets en mélodies enjôleuses et ses espoirs en chef d'orchestre, qui ne frappait pas le sol pour marquer la note, mais pas pour l'enchanter l'ouïe. Ses pieds dans le cuir usé semblaient comme scellés dans le marbre de la margelle.
Oui, c'était bien là que fut la terre de ses ancêtres, et il se put que sous la vase en profondeur, les âmes des paysans de Choisy-Aubeu, son visage disparu dans les grandioses travaux du domaine, hurlaient de la délivrance. Il jouait ainsi à l'envi, ne sachant pas écrire, il prenait sa flûte comme plume et traçait des sons des graves aux aigus en rendant grâce à la nature. Dans sa lointaine enfance, le recteur lui disait d'un fils de Bouvier qu'un fils de Bouvier n'avait pas besoin de lire, les enseignants de la miséricorde divine n'avaient besoin de... Excusez-moi, je reprends. Dans sa lointaine enfance, le recteur lui disait qu'un fils de Bouvier n'avait point besoin de lire les enseignements de la miséricorde divine, mais de les apprendre et de les remiser dans son crâne pouilleux. Alors, parfois épuisé de son offrande au grand canal, il s'enveloppait dans la brume, cape, dans sa brune cape, rangeant son instrument dans ses vastes poches et sans mot dire, partait à grandes enjambées dans les prairies fauchées, mains croisées derrière le dos, tricorne enfoncée, espérant rafler prestement les restes des agapes des grands dans les bosquets. On dit qu'un jour, il partit, on dit que là-bas, près des grands lacs, où rament sur des barques d'écorce les hommes sauvages, on le vit, de son instrument, souffler et renvoyer à l'histoire du vieux continent, sur les reflets changeants de ce monde nouveau, aux couleurs de ses souvenirs. Donc ça, c'est l'histoire de la Nouvelle-France. N'oublions pas qu'à l'époque, on avait quand même envahi les côtes de l'Amérique. On s'en est fait chasser. Enfin, on a quand même des amis là-bas, hein. Enfin, en Gaspésie. Donc, j'ai parlé des cygnes. Et t'as vu, j'ai parlé des herbes. Hein. Parce que j'apprends des amis. On ne dit pas les cygnes du parc mangent des algues. Annelise m'a repris un jour, donc depuis, j'ai noté. Hein. Alors je vais terminer mon tour de poésie. Je ne sais pas si quelques-uns de vous l'ont peut-être lu, j'ai écrit un truc terriblement satirique sur Versailles. Ça s'appelle Le Cocher Fou. Donc je suis Versaillais, et comme Versaillais, comme un ancien Versaillais, parce que je n'habite plus à Versailles, j'habite à 6 lieues d'ici, à Saint-Cyr-l'École. Donc j'ai des souvenirs terribles de Versailles, et puis j'ai voulu réveiller un peu Versailles. Vous savez, le Versailles qui, le soir, à 18h, s'endort. Ville de province, Versailles. Et je me suis un peu moqué d'eux. Et Mathilde, en lisant Ce Cocher Fou, a hurlé de rire. Elle m'a dit, je te voyais écrire ça, elle m'a dit, je voyais ta tête de pitre derrière ton écran, en train d'écrire cette fadaise. Je dis oui, j'ai voulu le faire parce qu'il fallait que je parle des Versaillais. Donc là, je vais vous emmener dans la dernière lecture que je vous fais, n'est pas un poème, c'est une histoire délirante, vraiment délirante. Je vois un coup de flotte. Vous ennuyez pas? Ça va? Ça va, Philly? Alors, que je le retrouve, ce cocher fou. Alors, ça s'appelle Le Cocher Fou. Alors, vous allez voir, ça délire bien, ça décoiffe. Puis alors, tout le monde y passe. Hein. Alors, il faut avoir aussi des références versaillaises pour comprendre quelques plaisanteries au passage. Si vous voulez, je traduis. N'hésitez pas à me demander. Alors, comment on parle le versaillais d'abord? On dit Versailles. Un vrai Versaillais dit Versailles. Et on parle la bouche en cul de poule. Donc là, on est Versaillais. Mais je ne vous le lis pas comme ça, sinon je ne vais pas y arriver. Je ne vais pas vous le lire en provençal non plus. Hein, bon. Alors, Le Cocher Fou. Alors, ça recommence toujours. Ah, mes amis, mes bons amis, il faut que je vous dise. Je n'ai pas dormi de la nuit, les Versaillais m'ont rendu fou. Quelle insomnie! Pourtant, hier soir, sagement couché sous mon banc, prêt à dormir, après une bonne soirée, la panse remplie de troupoux, pâté, Saint-Honoré et quelques rosés d'Anjou, je m'apprêtais à rêver. Quand surgissant du haut de l'avenue de Sceaux, vous voyez, c'est à côté, hein, un bruit de tintamarre me fit sursauter. Imaginez, je n'ai rien inventé qu'un équipage furieux, conduit par un cocher qui me sembla dément, debout sur son marchepied, la main sur son chapeau moiré de crasse, dévalait l'avenue à force d'étincelles jaillissantes de sous les roues. Le bonhomme, ivre de rire, excitait ses bêtes, elles-mêmes dégoûtantes d'écume, les naseaux dilatés, les yeux exorbités, couvrant de leur hennissement les invectives de leur maître. Étonné, cette fois-ci, devant ce passage inconscient et tout à fait réveillé, je lève les yeux au ciel, tout en percevant bruit et cris et rire dans l'environnement. Le ciel d'abord, hallucinant, patchwork de couleurs furieuses et changeantes, organisé dans une sorte de damier à la Vasarely. Plus de lune, plus d'étoiles, une sorte de toile cirée d'un goût douteux. À ma gauche, rue de Satori, je vis étonné les clients des restaurants, assis au bord d'une seule et même longue tablée,
faire de sel chippé aux terrasses des établissements, affolant de leurs commandes les cuisiniers débordés. Et une pizza au gingembre, et une tête de veau laqué, et un mezzo au coco de Paimpol. Et tout cela de rire, boire et chanter de paillardes chansons, sans prendre de précautions, accompagnés qu'ils fussent par une fanfare militaire quelque peu débraillée. N'étant pas invité, je cherchais le calme près de la place d'Armes. Tout était quiet, ou presque. Mais comment ne pas réagir devant le tableau qui s'offrait à moi? En effet, j'ai perdu ma ligne. En effet, descendu de son fier destrier, le grand souverain, assis sur un pliant, lisait, il lèvera en silence, les petites annonces du Mercure de France. Me plaçant devant lui, par référence, il me dit « J'attends l'ouverture des lieux d'aisance, que voulez-vous, mon bon, depuis tous ces temps, mes humeurs ne demandent qu'à sortir. » Je laisse respectueusement le vaillant roi à son attente, et que ne fut pas mon surprise de le voir assis à sa place, assis en Amazone, sur la selle du Hongre de bronze, la momie égyptienne, vous voyez, on y revient, de l'avenue de Paris, toute dorée et vêtue, et clamant « Ras, vaincuré, la place est à moi !» Et voici donc un régicide, ce manant, se révélant ainsi par sa prétention et dont les silences obstinés intriguaient. Dégoûté du spectacle, je me dirigeais vers les carrés Saint-Louis, où d'étranges lueurs ne lassaient de m'interpeller. Pour cela, je traversais à peine étoilé la rue de l'Orangerie, se battant en duel furieux avec la rue du Général Leclerc, les deux s'exclamant « Je veux toute la longueur, jamais vous n'aurez les numéros pairs, je ne ferai plus les d'impairs. » Le partage n'est pas l'apanage des gens de cet ancien visage, me dis-je construit. J'arrive donc sur les carrés et quel ne fut pas mon étonnant de voir 4 saisons s'y jouer. Le carré de la Fontaine souffrait de canicule et les habitants étouffant sous les mansardes étaient sortis s'aniser sur les pavés, assis sur des chaises dépareillées tout en papotant, jouant des pétanques, cahotant sur les pavés vaillants ou épluchant des haricots verts car après tout c'est la saison, non. Carré de l'Avoine, il gèle à pierre fendre. Des volutes de fumée odorante s'échappent des cuisinières rougies au charbon. Les gamins font des glissades dans les caniveaux et les commerçants et bourgeois bons enfants font une bataille de boules de neige. Sans oublier d'y glisser pour certains quelques glaçons afin de régler de sournois comptes d'alcôves illégalement occupés. Carré de la terre, un doux zéphyr de printemps caressait les fleurs des marronniers. Ces gens-là sont pacifiques, enfin. Des marmots s'amusent à planter des radis entre les interstices des pavés. Cela sent bon le fréquent dimanche. Au coin de la rue là-bas, une romance d'Édith Piaf chante en trémolo les malheurs des femmes de petite vertu. Carré du puits, les larges feuilles roussies des marronniers jonchent les pavés, mais la rage est revenue. On se bat à coups de marron, dingue. Heureusement, les pluies d'automne calmeront ces belliqueux. Hagard, effrayé des farces de Dame Nature, je traversais prudent la rue Royale, moitié enneigée, qui affrontait l'asphalte fondant de l'autre côté de la rue, esquivant d'un peu le cocher fou et ses canassons qui fonçaient sans but au loin vers la mairie. D'autres clameurs m'attirèrent avenue de Paris. Figurez-vous que devant l'hôtel de ville, une queue impressionnante faisait le siège de la salle des mariages. Tous les kidams endimanchés voulaient se marier le même jour et à la même heure. Intrigué, je grimpe de 4 à 4 les marches de l'escalier d'honneur, fais irruption dans la salle des mariages et vois le maire dans un drôle d'état. L'édile débraillée, exténuée, la voix éraillée, l'écharpe en bataille unissait les couples à la volée. Ne pouvant plus énoncer à faune les règlements matrimoniaux dans leur multitude, il en était réduit à frapper les fronts à coups de tampons encreurs, imprimant ainsi articles 212, 213, 214, 215. L'affaire était ainsi bâclée, laissant les époux interloqués retourner faire la fête dans les quartiers. Plus dignement en face, dans la cour de sa gracile préfecture, le préfet en bicorne, robe de chambre et charentaise, d'un air distant comme il sied à sa fonction, donnait à manger inquiet à des poules effrayées du tapage. Il ne sera pas dit que je n'aurais pas tout vu dans cette bacchanale versaillaise. Je me dirige donc d'un pas assuré vers l'avenue de l'Europe, encombrée d'une étrange manifestation de pigeons en colère. Des pigeons en colère, par rang de 100, balançant leurs têtes simultanément. Les plus âgés devant tenaient un calicot sur lequel il était peint en énormes lettres. Il est interdit de nous interdire de chier partout. Au milieu de la protestation, des volatiles de plus jeunes portaient des pancartes exclamant « Non à l'accompagnement au petit pois ». Enfin, le cortège des pigeonneaux de l'année, plus belliqueux, s'en prenait aux moineaux en gloussant « Pif, piaf, piaf ». Mais comprenez-vous ça, des teigneux à bec et de plumes. Quel manque de reconnaissance ces sales graines. Allez, courage, allons vers la rue de la Paroisse pour voir ce qu'il se passe au marché, puisque les bruits s'amplifient. Passant place Hoche, je vois le fier général couper d'un coup de son sabre verdi la tête de Foch.
et celui-ci, implorant son bourreau, ne pouvant plus crier, lui écrivait de ses mains devenues fort utiles « Joffre, pas fauche, vous êtes mépris, mon jeune ami ». Me détournant de cette guerre des chefs, je croise sans surprise l'église Notre-Dame, toute de noir vêtue, portant un bibi et voilette, serrant d'un bras son cabas et de l'autre un parapluie hors d'âge, se dirigeant courroucée du désordre, ambiant vers son amie la cathédrale. Certainement alléchée par un goûter entre vieilles amies, elle s'en allait gourmande de conter à sa commère ses secrets confessionnaux. Je prends à droite vers le marché et croise en haut de la rue de la Paroisse un quincaillier débordé qui loue sur le trottoir en famille des manches à balai. En famille parce que les pratiques sont nombreuses et excitées. Certains louant le bout de bois, grimpant à la volée leurs escaliers, montant sur des tables de leurs appartements d'ordinaire si calmes et tapant de toute leur force sur le plafond pour faire taire le voisin du dessus. Lequel, le voisin du dessus, cogne à forcener sur le plancher, ébréchant les tommettes et rayant les parquets pour faire taire le voisin du dessous. Et tout ce monde sûr de son droit redescend dans la rue, se bousculant aux portes cochères pour rendre le manche salvateur au loueur qui, c'est sûr, cette nuit de folie s'est enrichi. Affolé par ce spectacle de spirale infernale, toujours sous ce ciel dément, je suis attiré sur le grand marché en grand désordre. Là aussi, le cocher fou est passé en trombe avec son attelage, bousculant les étals au gré de ses haridelles laissés libres par le conducteur qui ronfle la tête ballottant dans les carreaux. Tout est pêle-mêle sur le sol, fruits, légumes, cochonnales, volailles, fromages, vêtements et poissons forment un tapis épais sur lesquels les badauds déchaînés pataugent. Survivant du carnage, un fripier de Caen vend ses tripes au chaland délirant. Un fripier de Caen vend ses tripes au chaland délirant. Un fruitier en redingote vend des jupes de bananes assemblées de ficelles aux passantes indécentes. Laissons cela et levons le nez intéressé vers ce vétérinaire, grimpé sur une échelle qui prescrit des pâtes chantilly-tabac aux chiens qui fument. Pour terminer son inspection des désordres vomis par cette nuit de folie, je pousse jusqu'à la gare rive droite, que je pensais paisible. Et là que vois-je sous la verrière le chef de gare appelant ses collègues, celui des chantiers en chantier, et celui de rive gauche atterré d'avoir vu la grande pendule suspendue, remonter par des délires se démonter, et aller vivre ses amours avec l'horloger du château. Le préposé à l'ordre et à la droiture des rails hurlant dans le combiné à ses confrères, dorénavant elle s'appellera Rive Centre, pour être moins marquée d'opinion directionnelle, et les voyageurs iront descendre à Châteauroux, ça les changera de Paris. Quel excès de zèle dans cet abus d'autorité. Sortant de là, c'est presque fini, presque. Sortant de là, je risque mon nez rue Berthier. Vous allez dire que je suis farce si je vous dis que des cordes à linge, tendues d'une façade à l'autre, laissant flotter sous le mistral des lessives domestiques et colorées, non, je vous ne dirai même pas qu'il effleurait une odeur de poivron grillé. Non, ça ne sert à rien, vraiment à rien. Épuisé, les pieds en sang, maugréant et courbé, les mains croisées dans le dos, le tricorne enfoncé aux oreilles, de colère aux oreilles, je décidai de retourner me réfugier sous mon banc, loin de ses habitants et de cette ville transgressive des règles de la bienséance. Car pourquoi continuer à vous narrer que sur le chemin du retour, je croisais, avenue de Saint-Cloud, un avion de ligne posé en double file, relâchant vers le château ses passagers en grappe étonnée, dont le pilote verbalisé par la maréchaussée disait en s'étirant les bras engourdis « Je paierai l'amende, mais pas question de bouger, j'ai approché au plus près mes touristes et j'habite à 2 pas ». De solides raisons, en effet, de s'approprier cet illicite stationnement. Donc je décidai de rentrer en ignorant les ragots des passants ivres de rire, qui me susurraient qu'il était apparu d'autres désordres dans le parc, comme par exemple les statues au débâché, descendues de leurs piédestaux, se hélant assises sur les bancs, aux grandes dames des communs des mortels. Qu'il paraîtrait qu'un agriculteur imprudent avait semé des betteraves et des tompinobures sur le tapis vert. Qu'il serait certain que les carpes chinoises du Grand Canal avaient été vues se prélançant, allongées sur les bordures, comme sur le pont d'un transatlantique. Qu'elles s'épilaient les écailles et coquettes qu'elles étaient, se mettaient du vernis à nageoire. Qu'un garde mobile, isolé, essayait de se déchausser un lourd pavé dans la cour d'honneur en psalmodiant devenu fou, moi aussi je le ferais. Allez, calmons-nous, soufflons, allongeons-nous enrobés dans la capote sous un banc accueillant du boulevard de la Reine. Tout ceci n'a pas d'existence, ce fut un rêve dû à la mauvaise digestion. Demain, en crépuscule, je me réveillerai, ragaillardi, content quand même de mon songe révolutionnaire, et je serai rassuré par un Versailles au calme soirée. Ravi d'entendre le doux chantement des bouches happer la soupe du soir dans la vaisselle des héritages et caché derrière la quiétude des grands rideaux de velours encadrant les hautes croisées. Sans rancune à mon imagination, je me rendors, ignorant lâchement le tracas de mon dos qui mène en trombe le cocher fou sur son carrosse sans roue. Excusez-moi pour l'élocution, mais
Je n'ai plus de voix. Voilà. Ben écoutez, je pense qu'on va terminer là. Je vous remercie de votre attention. C'était ma première lecture publique. Donc la semaine prochaine, on se retrouve ici. J'en ai 90 autres à lire.